Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Rapport validé, Charles Aloncle, superstar. Après Sébastien Canteloup, l'autre humoriste aux ordres, avant de traiter ces deux informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aider. Merci rémunérateur. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Alrythme, Yann Penaud, ma chère Anicet, Philippe Bohen et Divergente. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de menaces sur la liberté d'expression. Comment faire ? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Hier soir, la grande crainte. C'est très peu arrivé dans la Ve République. La censure d'un rapport parlementaire, un événement rarissime. Mais voilà, les leaders de gauche se succédaient sur les plateaux de télévision, et notamment sur les chaînes d'information en continu, pour exiger la censure du rapport de Charles Aloncle. Stupéfiant, comme dirait le Poudré. On doit avoir un geste de courage qui est de censurer Charles Aloncle pour l'ensemble de son œuvre. Mesdames, Messieurs, la démocratie française. Vous connaissez ces socialos sévères. Ils sont d'une malhonnêteté légendaire. Ils voulaient censurer Charles Aloncle sous prétexte que le député UDR aurait fuité des extraits de son rapport dans la presse, ce qui est strictement interdit. Sauf que c'est une députée socialiste qui aurait fait fuiter le rapport dans la presse afin de le torpiller et provoquer un vote défavorable. Mais que craignent-ils ces socialos ? Eh bien que les Français prennent la réalité en pleine figure, notamment cette photographie. Mathieu Pigasse pose hier sur la photo de famille du Parti Socialiste. Invité cette semaine de France Culture et Quotidien, Mathieu Pigasse produit pour 100 millions d'euros par an les émissions politiques du service public. C'est dans l'air et c'est à vous. L'Arcom refuse de le comptabiliser en temps de parole politique. Mathieu Pigasse, milliardaire socialiste, c'est presque un pléonasme, un combat dans la vie, empêcher toute forme de démocratie et d'alternance. Pour Mathieu, c'est socialisme à vie. Et lorsque l'on regarde France 2 Pigasse, on en a une très nette idée. Sur le service public, la droite est très minoritaire dans les émissions de débat. Notre analyse sur 1 mois et 4 programmes de France Télévisions montre un net déséquilibre idéologique. 15% des invités sont classés à droite contre 37% à gauche et 32% au centre. Le fameux pluralisme sur le service public. Quant aux leaders Frexit, alors là, ils sont interdits sur France 2 Pigasse européiste. Mais voilà, la commission d'enquête sur l'audiovisuel public adopte le rapport de Charles Aloncle. Tremblement de terre chez les socialos. C'est la stupeur, puis ils se sont mis à hurler, baver et se rouler par terre. Et entre deux borborithmes, on distingue quelques mots « complotisme Bolloré ». Dommage, ils ont oublié le mot « antivax ». Edoui Plenel. Jusqu'au bout, le macronisme aura servi de marchepied à l'extrême droite. Grâce à l'abstention des élus du camp présidentiel, un rapport parlementaire contre l'audiovisuel public a été adopté. Un délire complotiste sponsorisé par le système Bolloré. Je ne vois pas en quoi, nous dit Didier Maisto, ce rapport serait un délire complotiste. 4 milliards d'euros par an d'argent public pour se cogner des émissions de très mauvaise qualité, des gens qui s'enrichissent dans des proportions invraisemblables, des comploteurs, des palaces et des passe-droits. Franchement, Edoui, c'est indéfendable. Mais heureux dénouement, Charles Aloncle a donc triomphé de tous ses censeurs et il peut révéler toutes les magouilles et les obstructions de cette nomenclatura socialiste. Allez, on commence par Nagui. Nagui a promis qu'il enverrait l'ensemble de ses contrats et fiches de paie passées avec le service public. La réalité. Dans les derniers jours de la commission d'enquête, c'était la semaine dernière, Banijé m'a envoyé un mail en me disant « On ne vous enverra pas
les contrats et fiches de paie de Nagui passés au titre du service public. Ils n'ont pas le droit de le faire. C'est une commission d'enquête. On a normalement l'obligation de donner les documents demandés par la commission d'enquête. Ils doivent les donner normalement ? Oui. Nagui, normalement, devrait être conduit devant une juridiction. L'impunité socialiste, cela suffit. Et il faudra également faire le jour sur les pressions qu'a subies Charles Aloncle lorsqu'il s'est intéressé au conflit d'intérêts. Certaines questions, et les pressions ont été assez insistantes parce que je vois que quand vous vous intéressez au système un peu financier, quand vous vous intéressez au contrat, quand vous vous intéressez aux marges, quand vous demandez ce type de contrat, derrière, il y a tout un système qui se défend, alors que le but d'une commission d'enquête, c'est de faire la transparence sur comment l'argent des Français est dépensé. Le joyeux monde socialiste. Un marais puant. Il va falloir donc mettre fin aux intouchables de l'audiovisuel public, grâce aux révélations choc de la commission d'enquête et donc de Charles Aloncle. Maintenant, une séquence polémique. J'ai été très surpris des réactions vives sur Sébastien Patoche. Certains m'ont écrit « Patoche n'est pas un sous-marin d'Emmanuel Macron ». Ah oui, mais toutes les pièces que j'ai fournies hier sont authentiques, c'est factuel. Sébastien a bien fait la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron en 2017, comme je vous l'ai montré. Il a bien servi de relais de l'Élysée pendant la crise des Gilets jaunes. Quant à Emmanuel Macron, l'entourage d'Emmanuel Macron, ils ont affirmé dans le Figaro que la candidature de Sébastien était intéressante pour torpiller le Rassemblement national. Certains se reconnaissent dans Patrick Sébastien. Chacun fait ce qu'il veut. La philosophie de Patrick Sébastien, c'est le libertinage. C'est virer au bois de Boulogne, ses chansons au Cap d'Agde dans les camps naturistes. Et lorsqu'il est sur les plateaux de télévision, que dit-il ? De la fesse, de la fesse, de la fesse. En 1985, Patoche, c'était pognon-pognon avec Berlusconi. C'est ça votre candidat à l'élection présidentielle ? Et ce qu'il y a de plus sidérant, c'est que Patrick Sébastien revendique d'être un jouisseur libidineux, libertin, égoïste, qui s'est gavé toute sa vie de contrats publics. Et ce que je lui reproche le plus, c'est de rabaisser la culture populaire. Ses chansons sont dignes d'une cour d'école de polisson. Un autre m'a écrit « Mais il n'a pas torpillé le rapport de Charles Aloncle. » Vraiment ? On reprend les faits. Ségolène Royal. Soutien à Delphine Ernotte pour sa plainte contre les propos sordides de Patrick Sébastien. Il aurait fait ça contre un dirigeant mâle ? Ça suffit. C'est toute la gauche qu'a poussé ce même cri, jusqu'à Jean-Michel Laplaty. C'est dire. Il fallait sauver la soldate Delphine Ernotte des griffes du patriarcat Sébastien et du même coup interdire Charles Aloncle. Et les journalistes ont utilisé également cette affaire pour mettre en difficulté Charles Aloncle. Patrick Sébastien, que vous avez été auditionné, est en conflit ouvert avec Delphine Ernotte. J'imagine que ça ne vous a pas échappé. Il a publié vendredi une chanson grossière et vulgaire contre la présidente de France Télévisions, qui a annoncé qu'elle porterait plainte pour outrage sexiste et sexuel. Est-ce que vous apportez votre soutien à Delphine Ernotte ? Écoutez, BFM TV qui demande à un député de condamner les paroles d'une chanson de Patrick Sébastien visant Delphine Ernotte. Cette époque est juste lunaire. Charles Aloncle, il n'y a rien à dire, est très fort parce qu'il a répondu aux journalistes en expliquant qu'il a d'autres chats à fouetter que les chansons de Patrick Sébastien et que de toute façon en France, il y a un droit à l'humour. Mais reprenons la question de Ségolène Royal. Est-ce que Patoche aurait dit la même chose à un dirigeant mâle ? Qui vient, à votre avis, au secours de Patoche ? Je vous le donne en mille. Sébastien, qui est officiellement bisexuel et qui s'est toujours vanté de l'être, à mon avis, l'aurait fait sans l'ombre d'un souci. Pour le coup, sans l'ombre d'une pudeur. Je n'ai aucun doute là-dessus. Quant à cette histoire, que ce soit désagréable pour Delphine Ernotte, je le conçois. Raphaël Antoven, avocat de Patoche. Je vous mets l'extrait en entier dans ma description, cela dépasse l'entendement. Quelle argumentation du philosophe Raphaël Antoven. Patrick Sébastien communique dans sa langue la paillardise. Mon Dieu, quelle emphase! Patrick Sébastien est à la paillardise ce qu'Apathy est au prix Pulitzer. Quant à Antoven, on sait qui il est. C'est la petite garde macronarde. Le dernier numéro de son torchon franc-tireur,
Jordan, roucoule et cafouille. Faut-il également rappeler que Raphaël Enthoven s'est discrédité définitivement lorsqu'il a vomi sur le professeur Raoult et sur tous les non-vaccinés, qu'il a profondément insultés. Oui, Raphaël Enthoven, c'est la milice macronarde avec son pote Rudy. Alors, qu'il vienne sauver les fesses de Patrick Sébastien et qu'il tape sur le Rassemblement national, c'est QFD. D'ailleurs, c'est un problème, parce que nous avons de nombreux soutiens d'Emmanuel Macron qui aujourd'hui sont devenus un peu plus critiques. Pensez par exemple à Alexandre Jardin. Alexandre Jardin, pendant la campagne électorale de 2017, il était le speaker des meetings d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, il est davantage l'allié, le compagnon de route de l'ISNAR. En même temps, si je puis me permettre, Alexandre Jardin a défendu très courageusement les gueux. Mais d'un autre côté, il est très proche des Enthoven, des Caroline Fourest et tous les autres. À ce titre, vous êtes quelques-uns à m'avoir posé la question « Qu'est-ce que c'est que cette histoire Grasset ?» Il suffit d'abord de regarder quels sont les auteurs de cette maison d'édition. Les ex-Grasset, Virginie Despentes, spécialiste du roman sale, admiratrice des frères Kouachi, Bernard-Henri Lévy, bon, on ne le présente plus, Bette Béguet, le poudré mondain, grand ami de Gabriel Maznev, Pascal Bruckner, le fan de Bush, Caroline Fourest, la grande amie de Raphaël Enthoven. Raphaël Enthoven était aussi chez Grasset, Alain Minc, la sinistre âme damnée d'Emmanuel Macron, Laura Adler, Laurent Binet, etc., etc. Le romancier Laurent Binet est un ex-soutien de François Hollande. Aujourd'hui, il soutient Mélenchon. C'est la plus belle brochette de ce que l'on pourrait qualifier d'anti-France. Vincent Bolloré donc a racheté la maison Grasset et tous ses écrivains sont partis. Ils ont manifesté contre le licenciement du PDG Olivier Nora. C'est quand même assez curieux. La gauche caviar ne pleure que les millionnaires. C'est une véritable loi. Chez Grasset, Olivier Nora touchait un salaire quasiment équivalent à sa part fixe, à la part fixe de Bernard Arnault chez LVMH. 1,138 millions d'euros de part fixe dans sa rémunération annuelle de mandataire social. Le scandale dormant du petit monde des cafés parisiens. Ce sont les germano-pratins, propriétaires et censeurs de la littérature française, occupant les plateaux de leurs amis des médias publics, étouffant la créativité de la jeunesse française qui ne sait où s'exprimer. C'est peut-être la fin d'un monde qui a commencé il y a plus de 40 ans. Quand les socialistes sont arrivés au pouvoir en 1981, ils ont lancé une OPA sur le monde du journalisme et de la culture. Tous devaient les servir, de France Télévisions en passant par les grandes maisons d'édition et les artistes. Oui, tous devaient servir le progressisme. Le résultat, mort du service public, de la littérature, du cinéma, de l'art en général. Faisons un petit tour des lieux. Notre-Dame. Commencement d'exécution des travaux de changement des vitraux d'Eugène Viollet-le-Duc à Notre-Dame. Oui, mise en place des échafaudages. Qui va remplacer les vitraux de Viollet-le-Duc ? Les vitraux de Claire Tabouret, qui est une artiste, comment dirais-je, très déviante. J'ai vérifié sur Google Images toutes ces peintures, elles sont bien de Claire Tabouret. C'est une véritable psychopathe, un esprit pervers et dérangé. La laisser faire serait une véritable profanation. L'association Sites et de Monuments porte plainte contre les nouveaux vitraux contemporains de Claire Tabouret, autorisés pour remplacer 6 baies intactes des chapelles sud, jamais touchées par l'incendie de 2019. Ces œuvres abstraites, aux tons sombres et figures floues, menacent l'harmonie gothique restaurée par Viollet-le-Duc et les maîtres verriers originaux. Mais vous connaissez le poudré. Avec Tabouret, il s'assoit sur les demandes des Français. Oui, l'art sous la gauche ressemble à ça. Rare image des entretiens d'attribution des subventions culturelles à la mairie de Paris. Ou ça, par exemple, c'est... Moi, ce qui me fascine le plus, c'est pas le pauvre débile qui a atteint depuis longtemps ses limites de compétences artistiques. Ce sont les crétins qui restent plantés devant, l'air profond et grave, en y voyant un message fort pour notre société.
C'est assez fascinant parce qu'autrefois l'art c'était luxe, calme et volupté, avec la gauche c'est pauvreté, bruit et dégoût. Le cinéma maintenant, incompréhensible, seulement 6 spectateurs en moyenne par séance hier pour L'Arnaqueuse avec Josiane Balasco et Jean-Pascal Zadi, budget 5 millions d'euros, et 3 spectateurs par séance pour Le Meilleur avec Corinne Maziro, budget 6,5 millions d'euros. On a l'impression que l'histoire bégaye. Et oui, nos ancêtres ont connu Attila et nous aujourd'hui on a les socialos. Notez que si vous voulez être tranquille avec votre petit ami, ce genre de film a son avantage. Vous ne serez pas embêté par la foule. Et dès qu'il y a quelque chose d'un peu intéressant en France, la gauche crie « Censure !» Au vu des risques, le banquet du canon français, événement proche de l'extrême droite, est annulé à Quimper. Victoire antifasciste, d'autres suivront. Emma Fourreau, députée de la France Insoumise. Imagine être député et passer l'essentiel de ton temps à traquer des banquets bon enfant qui recréent de la convivialité et du lien social dans une France archipelisée. Et appeler leur annulation victoire antifasciste. La cancel culture est pratiquée tous les jours par l'extrême gauche, honte à ceux qui s'y soumettent. C'est le nouveau mot d'ordre de la gauche. Censure, censure. Mais, dénonçant une volonté de censure injustifiée, le canon français maintient son banquet breton. Il est à la recherche d'une nouvelle salle. Sur cette chaîne, nous défendons la liberté d'expression et bien évidemment l'humour. Mais une grande question se pose. Canteloup est-il un humoriste ? Question, qui veut la peau de Noël ? Le grand George Michael, souvenez-vous, chantait Last Christmas, le dernier Noël. Eh bien, il était visionnaire, car nous vivons très certainement notre dernier Noël, en tout cas catholique. Elle est quand même sympa, Sonia Mabrouk, pour une Nicolas Canteloup en roue libre. Pendant combien de temps TF1 va-t-elle utiliser l'image de Pascal Praud pour sortir ses ignominies ? Remarquez que c'est son droit à Canteloup d'être mauvais et partisan. Par contre, il ment quand il affirme qu'il est neutre. C'est un bouffon de plus au service du pouvoir, c'est une tradition, un humoriste aux ordres. Notez quand même ce qui est dérangeant. Il martèle tous les soirs certains propos qu'il fait tenir à Pascal Praud que Pascal Praud n'a jamais tenus. Les mêmes éléments de langage, comme s'il voulait conditionner le public. Oui, retour de Canteloup ce soir après 2 semaines de pause. Ses cibles, Pascal Praud, quasiment comme tous les soirs, Ciotti, Trump et Macron, pour une séquence bien évidemment très gentillette. Mais puisque TF1 et le producteur nous disent qu'ils tapent aussi sur la gauche. Nous sommes donc en France en 2026 et le poudré qui squatte l'Élysée a commis à peu près tous les méfaits qu'il était possible de faire. Et vous avez l'humoriste de TF1 qui ne tape que sur les journalistes ou les politiques qui critiquent Emmanuel Macron. Le hasard. Personnellement, je préfère Naïm ou Karine Dubernay. C'est bien plus drôle. Quant aux humoristes de France Inter, c'est tellement lamentable. Le rédacteur en chef de la matinale de France Inter, pense comme moi, Michael Thébault. Il accable ses équipes. On a des humoristes qui ne sont ni corrosifs, ni impertinents, ni drôles. Le service public a inventé le comique pas drôle. Remarquez, c'est normal, ils ont été à l'école du rire de gauche. Premier cours, vous prononcez le mot Bolloré et vous devez ricaner, comme ça, Bolloré. Deuxième cours, Pascal Praud et extrême droite, c'est un peu plus compliqué. Et toujours vous ricanez, Pascal Praud, extrême droite, et après vous caricaturez les hommes politiques qui ne sont pas de votre avis. Avec ces 2 cours, vous êtes sûr d'être embauché sur le service public. Mais si vous voulez vous perfectionner, la phase ultime, les cours bri-bri. Attention, niveau expert. Il y a ce blocus et il y a le détroit d'Ormuz qui est fermé. Donc il faut traiter le problème à la racine, permettre aux choses de repartir, et puis de manière aussi plus profonde, nous réduire nos dépendances. Ça, c'est au long cours. Le déficit commercial a explosé sous Macron,
Il a vendu des entreprises stratégiques et il te sort ça tranquillou. Il faut réduire notre dépendance. Sinon, si l'humour ne vous convient pas, vous pouvez tenter à gauche les cours dramatiques section mytho, comme Gabriel Attal. Les combats politiques que je mène ne sortent pas de nulle part, ils viennent de mon vécu. Jean-Philippe Tanguy. La servilité des médias devant la réécriture indécente de sa vie par Gabriel Attal est ahurissante. Monsieur Attal, qui avait d'ailleurs pris le nom d'usage Attal de Couris, et toute sa famille sont des héritiers et des privilégiés. Tant mieux pour eux. Et les privilèges n'empêchent pas de vivre des drames personnels. Encore faut-il avoir conscience de ces privilèges et cesser de jouer à Cosette. Monsieur Attal de Couris a fait toute sa scolarité à l'école alsacienne, temple de la gauche caviar. Il a été embauché par Piston, par l'ami de sa mère, Madame Touraine, et obtenu son diplôme final à Sciences Po avec un autre Piston. D'ailleurs, pourquoi le livre de Bérengère Bonte sur Gabriel Attal, qui montre que réécrire sa vie est son sport favori, a été si peu couvert par les médias? La réponse est dans la question. J'avais écrit un tweet quasi similaire il y a quelques jours. Merci qui? Merci Louis. Et pendant que tous nos politiques font leur cinéma, il y a la triste réalité des Français. Le mondialisme est un système néo-féodal, en plus dur et plus pervers, mise en dépendance de la masse, paupérisation, subvention, esclavagiser la masse comme le démontre cet homme dans la vidéo, contrôler, tracer la masse H24 partout, alourdir les contraintes de plus en plus difficiles à remplir par des normes, des réglementations, des taxes, gérer la masse comme du bétail avec des outils de plus en plus technologiques, déshumaniser l'espace public et les débats publics, déconstruire l'esprit critique, abêtissement, merci Patrick Sébastien, banalisation des raisonnements fallacieux, pleins de sophismes. Le mondialisme est un projet d'asservissement, le souverainisme est un projet de libération. Tu choisis quoi? Je crois que je n'ai pas besoin de répondre. Page internationale, attentat contre Trump, c'est récit contre récit. Ce que nous savons sur le tireur présumé du dîner, Cole Allen, scientifique en informatique de 31 ans, originaire de Torrance, en Californie, a développé des jeux vidéo de tir, parcours académique d'élite, inscrit au Caltech en 2013, diplômé en 2017 avec un diplôme en ingénierie mécanique, nommé enseignant du mois en décembre 2024 par l'éducation à Torrance. Lien avec la NASA, a passé l'été 2014 en tant que chercheur invité au Jet Propulsion Laboratory, contribuant à des travaux en astrophysique. A donné $25 à Kamala Harris pendant le cycle électoral de 2024, selon les registres de la Federal Election Commission. Un CV très impressionnant. Pour les démocrates, cet attentat est un fake. Certains expliquent également que Trump l'a bien cherché. C'est un argumentaire qu'on entend à chaque tentative d'assassinat contre Donald Trump. Dans le camp républicain, autre son de cloche, vous en doutez. De nouvelles données montrent les comptes les plus aimés par le tireur du dîner des correspondants de la Maison-Blanche, Cole Allen, au cours du mois précédent, la fusillade. Et elles révèlent que l'ensemble de son fil d'actualité était composé d'extrémistes de gauche, dont beaucoup appellent régulièrement à la suppression du président Donald Trump par tous les moyens. Et il y a comme une certitude en Amérique ou en France. Nous avons un problème de violence de gauche en Amérique et en Europe. Après 3 tentatives d'assassinat sur Trump, Charlie, Kavanaugh, Scalise et autres, je me réveille tous les jours avec une boule au ventre en me demandant ce qui va se passer ensuite. Elon Musk. Quand la violence est catégorisée avec exactitude, cela est incontestablement vrai. Vous savez qui sont les méchants parce que ce sont eux qui veulent la censure de la liberté d'expression. Alors, quelle est la bonne version? Celle de droite ou celle de gauche? Mais vous savez quel est le problème aux USA? C'est que non seulement il y a ce phénomène d'ultra-violence de la gauche, mais il y a surtout aucune enquête qui n'aboutit. Sur le premier tueur de Donald Trump, rien. Sur le Covid, rien. Epstein, rien de chez rien. Et comme le disait si justement Joquette, cela laisse le complotisme, toutes les théories les plus farfelues, prospérer.
Et c'est le but recherché. Un retour en France avec Bribri. Sibeth Ndiaye sur Bribri. Beaucoup de gens ne supportent pas ce couple où la femme, issue de la bourgeoisie d'Amiens et très féminine, a séduit un homme plus jeune. Ça provoque un sexisme violent et une rage irrationnelle. Marcel, ce n'est pas un homme plus jeune, c'était un adolescent et elle était sa professeure. Ce n'est pas du sexisme ni de la rage irrationnelle de trouver ça complètement glauque. Et accessoirement, c'est du pénal. C'est tellement énorme. Cette nomenclatura empêche toute enquête à son sujet, ment, invente des contes à dormir debout, utilise les journalistes comme des attachés de presse. La transparence, c'est pas pour eux. Non, c'est pour vous. La Commission européenne, oui. La Commission européenne veut tout savoir de vos recherches Google. Lisez bien ce tweet ci-dessous et osez dire que l'Union européenne ne devient pas un régime totalitaire. Ils veulent toutes nos données, ce qu'on cherche précisément, à chaque instant, où, pourquoi, dans le moindre détail de notre intimité, la mort de notre vie privée. Comment allez-vous continuer à justifier ça et ne pas le dénoncer et vous dire pour la liberté, pour la démocratie, les hommes politiques français? Et bien entendu, aucun débat dans les médias. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy avec l'humoriste de Matignon. Sébastien Lecornu est un Premier ministre qui ne fait rien du tout. C'est un talent extraordinaire. En plus, il explique que c'est la période qui exige ce comportement. Cela mérite un coup de chapeau, cingle Roland Quérol. Je me rappelle qu'on avait découvert Lecornu lorsqu'il a été nommé Premier ministre parce qu'il faisait beaucoup rire Bribri en imitant Bourvil. Ormuz et la France, eh ben dites donc, elle va beaucoup moins bien marcher. Et qu'est-ce que nous allons devenir avec Lecornu? Des piétons. Jean-François Copé, ses 4 vérités et sa méthode pour faire gagner LR en 2027. L'expert en question a fait 0,3% à la primaire LR. Rotaillot n'est pas sorti des ronces. La situation nous fait envisager aucune pénurie, assure Macron. Au secours! Je ne sais pas vous, mais il est de plus en plus inquiétant, le poudré. Dialogue orwellien. Un homme de droite dénonce les privilèges et la gauche les défend. Vous trouvez que les impôts doivent payer des nuits d'hôtel à 1 800 €? Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de savoir. Moi, comme citoyenne, oui. comme citoyenne, vous avez envie de payer j'ai besoin. Pour ça. Mais moi, je veux payer des impôts pour qu'il y ait un service audio. Mais c'est rien, ça, 1 800 €. Mais à ce rythme, la gauche va défendre l'esclavage. Remarquez, avec l'immigration illégale, j'en dis pas plus. Hypocrisie toujours. Justin Trudeau et Katy Perry ont été aperçus dans un yacht. Des années à se dire pour l'écologie et contre les riches, puis faire strictement l'inverse. Fascinant, comme d'habitude. Le Gorafi. Par conscience écologique, il choisit le repas végétarien dans son vol Paris-Tokyo en business. Le gouvernement lance France Fuite, une plateforme permettant de consulter en temps réel les fuites de données issues des services de l'État. Pédiavenir, site parodique, bien évidemment. Allez, une dernière plaisanterie avec Paris Match. Ségolène et François, la réconciliation. Ils rêvent ensemble de l'Élysée. Nos images exclusives. Mais quel cauchemar. Julie Gaillet transportée à l'hôpital suite à une jaunisse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt et au revoir.